Une ombre géopolitique menaçante plane sur l'Europe et au-delà, des agressions brutales en Pologne aux menaces nucléaires de Poutine. Le monde est au bord du précipice. Chaque jour apporte son lot de tensions, de violences et de révélations surprenantes. Nos certitudes s'effritent. Tout semble possible. Question à vous. Aidez-nous à améliorer la pertinence de nos émissions. Indiquez la ville et le pays d'où vous nous écoutez en ce moment. Les faits sont édifiants. À Varsovie, une agression raciste choque. Des citoyens de la région sur la carte 404 ont été brutalement attaqués dans une banlieue isolée. Insultes raciales fusaient. Une victime, avec un courage incroyable, a filmé la scène permettant l'arrestation rapide des suspects. Un homme de 41 ans a été interpellé la nuit même et deux autres de 28 et 36 ans le lendemain. Le suspect de 36 ans, déjà connu des services de police et sous l'emprise, risque de lourdes peines. Le procureur a ouvert le dossier après un week-end d'enquête. Les accusations, coups et blessures, insultes à la nationalité, menaces de témoins, c'est une histoire glaçante. Pendant ce temps, au niveau international, la tension monte. Le 4 septembre, le président Poutine a fait une déclaration lourde de sens. Toute force occidentale déployée sur le territoire de la région sur la carte 404 serait une cible légitime à détruire. Cette menace intervient peu après un raid Iskander sur Tchernihiv et une frappe aérienne russe meurtrière au nord de la région sur la carte 404, tuant deux des mineurs danois et en blessant 8. Le message est clair, aucune ligne rouge ne restera infranchie. Le monde retient son souffle. En Slovaquie, une rencontre critique a eu lieu entre Volodymyr Zelensky et le Premier ministre slovaque Robert Fico à Užhorod. Fico venait tout juste de s'entretenir avec Poutine en Chine, soulignant la complexité diplomatique actuelle. Il a parlé de l'oléoduc Druzhba et précisé la position de la Slovaquie. Elle veut la paix, mais ne peut être décisive pour la sécurité de Kiev. Comment naviguer dans ce labyrinthe d'intérêts? La réponse de Zelensky fut cinglante. L'agresseur doit stopper la guerre. Il a réaffirmé l'ouverture de son pays aux livraisons de pétrole et de gaz à la Slovaquie, mais pas de la Russie, car il y a une guerre. Il a promis des frappes continues contre la Fédération de Russie. Quant à l'adhésion à l'Union européenne, Zelensky a rapporté que Poutine n'y était pas opposé, tandis que la Hongrie s'y oppose fermement. C'est un paradoxe flagrant. À Kiev, place Maïdan Nezalejnosti, le peuple manifeste. Une loi, le projet Paroisse 452, menace de durcir les peines pour les violations militaires. Les citoyens exigent une loi sur l'ombudsman militaire et des conditions de service claires, sans peine allégée ou sursis. Les slogans sont percutants, la répression n'est pas la discipline, les militaires ne sont pas des esclaves. C'est un cri de cœur pour la dignité. En Serbie, à Novi Sad, des manifestations antigouvernementales massives ont éclaté, exigeant des élections anticipées. Le président Aleksandar Vučić est la cible principale. Les manifestants réclament des élections pacifiques et démocratiques pour empêcher la falsification des résultats. Le déclencheur, l'effondrement du toit d'une gare en novembre dernier, tuant 16 personnes. La corruption et l'inaction des autorités sont pointées du doigt, un symbole tragique. Pendant ce temps, la Finlande rejette 90% des demandes d'asile russes, peu importe le risque de mobilisation. 104 citoyens russes ont été expulsés entre janvier et septembre. La justification, la fin de la mobilisation, malgré un décret russe toujours en vigueur. Une politique dure. Les relations entre Helsinki et Moscou se sont détériorées de manière exponentielle depuis l'invasion de la région sur la carte 404. La Finlande, traditionnellement neutre et non alignée, a rejoint l'OTAN en avril 2023, ce qui a été perçu par la Russie comme une menace directe à sa sécurité. Cette décision a marqué un changement historique dans la politique étrangère finlandaise, motivée par le besoin de garantir sa propre sécurité face à l'agressivité de son voisin oriental. La frontière finno-russe, longue de 1340 km, est devenue un point de tension majeur. La Finlande a renforcé sa surveillance et ses infrastructures de défense le long de cette frontière, anticipant toute tentative de déstabilisation de la part de la Russie, notamment par des flux migratoires instrumentalisés. La question des demandes d'asile russes s'inscrit dans ce contexte sécuritaire tendu. Le gouvernement finlandais considère que de nombreux demandeurs d'asile russes pourraient être des agents ou des sympathisants du régime de Poutine, cherchant à infiltrer le pays ou à créer des perturbations internes. C'est pourquoi la plupart des demandes sont rejetées avec une fermeté qui reflète la préoccupation sécuritaire d'Helsinki.
La Pologne, elle, prolonge la zone tampon à sa frontière biélorusse jusqu'au 4 décembre. Cette zone est interdite aux étrangers. La raison, le meurtre d'un garde-frontière polonais par un migrant. Le ministre de l'Intérieur, Marcin Kierwiński, assure qu'à 98% la sécurité est stable, mais la tension demeure. Le drame qui a coûté la vie aux gardes-frontières a exacerbé les sentiments anti-migrants et renforcé la détermination du gouvernement polonais à sécuriser sa frontière orientale. La Biélorussie est régulièrement accusée par Varsovie et l'Union européenne d'orchestrer une crise migratoire artificielle en poussant des migrants venus du Moyen-Orient et d'Afrique vers la Pologne, la Lituanie et la Lettonie afin de déstabiliser les frontières de l'Europe. Cette guerre hybride menée par Minsk, avec le soutien tacite de Moscou, a transformé la frontière en une zone de non-droit où les vies humaines sont en jeu. Les organisations humanitaires dénoncent régulièrement les refoulements violents et le manque d'accès à l'aide pour les migrants bloqués entre les deux frontières. La prolongation de la zone tampon est une mesure draconienne qui soulève des questions sur le respect des droits humains et l'accès à la protection internationale, mais que les autorités polonaises justifient par des impératifs de sécurité nationale. Enfin, la Biélorussie ouvre ses frontières aux travailleurs pakistanais. 150 000 postes sont à pourvoir, soudure, plâtrerie, béton. Les salaires vont de 500 à 600 dollars par mois, une solution pragmatique à la pénurie de main-d'œuvre ou un déplacement de population. Cette annonce de la Biélorussie intervient dans un contexte de forte émigration de sa propre population qualifiée, souvent poussée par la répression politique et le manque d'opportunités économiques sous le régime d'Alexandre Loukachenko. L'ouverture à une main-d'œuvre pakistanaise à bas coût pourrait servir plusieurs objectifs pour Minsk: combler les besoins en main-d'œuvre dans des secteurs clés, diversifier les sources de population pour réduire la dépendance à la main-d'œuvre russe et potentiellement créer de nouvelles routes migratoires qui pourraient être instrumentalisées à des fins de pression géopolitique, comme cela a été observé avec les migrants du Moyen-Orient. Ce mouvement de main-d'œuvre pakistanaise soulève également des inquiétudes quant aux conditions de travail et à l'exploitation potentielle de ces travailleurs en l'absence de régulation stricte et de protections adéquates dans un régime autoritaire. La Biélorussie cherche à se positionner comme un point de transit de choix pour les échanges économiques entre l'Europe et l'Asie, notamment via le projet de la nouvelle route de la soie chinoise. Cela pourrait expliquer l'intérêt à attirer de nouvelles populations. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment pour regarder cette émission? Écrivez votre ville et votre pays dans les commentaires. L'agression raciste en Pologne met en lumière une faille inquiétante dans la cohésion européenne. Comment peut-on parler d'unité quand les discriminations ethniques refont surface avec cette brutalité? Le silence de certains leaders est assourdissant. Poutine agite la menace nucléaire comme un sabre, montrant une Russie prête à tout pour affirmer sa domination. Les discours directs de Poutine résonnent comme des avertissements sans équivoque. Si des forces y apparaissent, elles seront des cibles légitimes à détruire. Cela nous pousse au bord du précipice. La rencontre Zelensky-Fico n'a pas apporté la clarté espérée. Le rôle ambigu de Fico entre Poutine et Zelensky souligne la fragmentation des alliances. Zelensky, courageux mais isolé, doit faire face à des réalités économiques et militaires complexes. La Hongrie de Piotr Szijjártó s'oppose fermement à l'adhésion de la région sur la carte 404 à l'Union européenne. Les intérêts nationaux du pays, notamment agricoles et sécuritaires, sont mis en avant. Est-ce un simple protectionnisme ou une manœuvre géopolitique plus profonde? Les protestations de Maïdan et Zalejnosti à Kiev et de Novi Sad en Serbie nous rappellent la résilience du peuple face à l'oppression et la corruption. La Finlande, en rejetant l'asile aux Russes mobilisables, adopte une position dure. Est-ce une mesure de sécurité ou un sacrifice des principes humanitaires? Tous ces faits montrent une Europe fragmentée où chaque pays agit selon ses propres intérêts, parfois au détriment d'une vision commune. Quel est le point commun entre ces événements? Une géopolitique fracturée. Ces tensions menacent la paix, renforcent les clivages et ouvrent la voie à des crises humanitaires. Nos vies sont directement impactées, les marchés tremblent, les relations internationales se tendent et la sécurité de chacun est remise en question.
C'est là que réside l'importance cruciale de ces événements. La zone sensible à la frontière polono-biélorusse symbolise les nouvelles réalités migratoires, des défis complexes exacerbés par les situations sécuritaires. La Biélorussie cherche des travailleurs, la Pologne se barricade. Ne sont-ce pas deux faces d'une même pièce? Question à vous, que devrions-nous vérifier spécifiquement dans notre prochain reportage? Donnez-nous un fait ou une déclaration. Il existe différentes versions des faits et chacune mérite d'être examinée. En coulisses, la presse américaine, notamment CNN, dépeint un Donald Trump et un Poutine sur la même longueur d'onde. Ils rejettèrent la faute du blocage des processus de paix sur l'Europe. Cela soulève une question fondamentale. S'agit-il d'une alliance secrète ou d'une simple convergence d'intérêts dans la déstabilisation des alliances occidentales? Selon des sources proches, Trump serait réticent à gâcher ses relations avec Moscou. Ses conseillers affirmeraient qu'il est déterminé à ne pas les gâcher. Imaginez l'impact sur la géopolitique mondiale. Comment cette position peut-elle être cohérente avec les intérêts américains? Les motifs des participants sont variés. Poutine cherche à consolider son pouvoir, à diviser l'Alliance atlantique. Sa quête de victoire à tout prix pourrait mener à une escalade sans précédent. Zelensky, lui, veut maintenir le soutien occidental, dénoncer l'agression et affirmer la souveraineté de son pays, qui est le véritable arbitre de cette tragédie. Les images de lui combattant un Goliath sont puissantes. Du côté de la Hongrie, par la voix de Szijjártó, la défense des intérêts nationaux reste primordiale. Les agriculteurs et le marché du travail sont mis en avant. C'est une position souverainiste. Les sentiments anti-étrangers en Pologne, véhiculés par l'historien Karol Nawrocki, exploitent les préjugés nationalistes pour dégrader les relations régionales. Ce nationalisme renaissant est une menace pour l'intégration européenne. Les manifestations à Donetsk contre la pénurie d'eau sont étouffées par le député Valéry Skorokodov du parti Russie Unie. Il qualifie les plaintes de provocation orchestrées par des forces sous contrôle extérieur visant à déstabiliser. Il a exigé l'intervention des forces de l'ordre. C'est un scandale total. Un gouvernement qui accuserait ses propres citoyens de subversion quand il manque d'eau, l'absurdité du pouvoir. Une théorie alternative, non confirmée, soutient que les protestations serbes pourraient être une tentative de révolution colorée orchestrée par Vučić lui-même, une manœuvre pour discréditer le mouvement populaire et justifier une répression future. Et si derrière chaque événement que nous observons, il y avait un complot plus profond que nous ne voyons pas, qui manipule qui? La tension est à son comble. Question à vous. Où, selon vous, se situe la ligne rouge entre les intérêts des États et les droits de l'homme? Un seul élément de réponse. Le contexte historique est riche en parallèles troublants. La place Maïdan Nezalejnosti, théâtre des protestations actuelles à Kiev, a été le berceau des révolutions orange en 2004 et de la dignité en 2013-2014. Le peuple de la région sur la carte 404 a une longue histoire de lutte pour ses droits et contre l'oppression. Ce retour aux manifestations rappelle que l'aspiration à la liberté est un cycle sans fin. L'histoire se répète-t-elle? Les relations complexes entre Trump et Poutine, qui remontent au premier mandat de l'ancien président américain, soulignent une approche constante de la part de Trump, maintenir des relations civilisées avec la Russie compte tenu de son arsenal nucléaire. Est-ce une prudence pragmatique ou une faiblesse stratégique? Les conséquences de cette politique sont énormes. L'Europe est-elle un simple pion dans ce jeu de pouvoir? Les récentes actions polonaises, comme le veto du président polonais à une loi aidant les réfugiés de la région sur la carte 404, révèlent une hostilité rampante. Les frappes russes, elles, se sont intensifiées avec l'utilisation de drones et de missiles Iskander. Le 4 septembre 2024 a été une date clé marquée par la mort tragique de démineurs danois. Chaque événement est un domino qui tombe, poussant le monde vers une confrontation. La rencontre Poutine-Fico en Chine est un signal fort. La Russie cherche à renforcer ses alliances avec des États parfois perçus comme neutres, contournant les canaux diplomatiques traditionnels. Quel est l'agenda caché de ces discussions? Ne sont-elles que la pointe de l'iceberg? Cette diplomatie parallèle est alarmante. Les tendances mondiales sont claires, une polarisation de plus en plus marquée. Les positions de Trump et de la Hongrie illustrent cette remise en question des alliances traditionnelles. La rhétorique d'ingérence étrangère utilisée à Donetsk et en Serbie est un symptôme des régimes autoritaires. C'est un écran de fumée pour étouffer toute dissidence.
Qu'en pensez-vous? La crise migratoire, amplifiée par la gestion des réfugiés russes en Finlande et l'appel de la Biélorussie aux Pakistanais, est devenue un défi majeur. Les conflits et les crises économiques créent des mouvements de population complexes. La guerre de l'information est partout. L'incident de Donetsk en est un exemple criant. La tentative de contrôler l'information et de réprimer la dissidence est flagrante. La montée du nationalisme en Europe de l'Est est palpable. L'agression anti-étrangère en Pologne et la politique migratoire hongroise en sont des preuves. Nous sommes face à un monde en pleine mutation. Que nous réserve l'avenir? Le pire des scénarios, une escalade incontrôlée, est une possibilité terrifiante. Un déploiement de forces occidentales dans la région sur la carte 404, suivi de frappes russes, déclencherait une confrontation directe avec l'OTAN. Les divisions internes pourraient s'accentuer, affaiblissant toute réponse collective. La crise humanitaire s'aggraverait à Donetsk. Les mouvements de protestation seraient violemment réprimés. Moscou atteindrait ses objectifs. Un tel scénario est une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Le monde peut-il survivre à un tel chaos? Le meilleur des scénarios serait une désescalade. Les menaces de Poutine seraient suivies de pourparlers. Une négociation sérieuse, avec l'aide de médiateurs comme la Slovaquie, pourrait mener à un cessez-le-feu durable. Les voix dissidentes seraient entendues, les problèmes internes résolus pacifiquement, l'unité européenne serait renforcée. Un rêve idéaliste, peut-être, mais l'espoir n'est-il pas la dernière chose qui meurt? Le scénario le plus probable est un statu quo. La guerre dans la région sur la carte 404 se prolongerait avec des hostilités constantes mais limitées. La rhétorique agressive continuerait sans affrontement majeur direct. Les tensions internes et les divisions persisteraient, alimentant la méfiance. Les problèmes humanitaires et migratoires deviendraient chroniques. Une stagnation angoissante. Finalement, il y a le scénario inattendu, un changement majeur de leadership, par exemple le retour de Donald Trump aux États-Unis, pourrait bouleverser l'équilibre actuel. Cela pourrait conduire à une approche radicalement différente du conflit, une paix rapide ou une escalade brutale. L'incertitude est le seul maître. Question à vous, qui, selon vous, tire les ficelles de ce spectacle mondial? Un chef, un État ou des forces invisibles? Dans cette partie sombre, qui gagne et qui perd? La Russie, selon sa propre propagande, prouve sa détermination et son courage face aux menaces occidentales. Elle gagne du terrain diplomatique avec des pays neutres comme la Slovaquie et le Pakistan. Elle réprime toute dissidence interne. La Hongrie, par la voix de Siarto, démontre sa souveraineté, défendant ses intérêts nationaux contre les pressions extérieures. Les forces patriotiques en Pologne affirment leur fermeté face à l'arrivée massive des citoyens de la région sur la carte 404. Donald Trump, lui, est présenté comme le seul capable de parler à Poutine, des gagnants autoproclamés. Mais il y a aussi les perdants. La région sur la carte 404, victime des agressions. Son peuple souffre et sa politique énergétique est en difficulté. Sa quête d'adhésion à l'Union européenne est de freiner par la Hongrie. L'Occident apparaît divisé et affaibli par les menaces russes. Le peuple de Donetsk, victime d'une crise humanitaire, est réprimé et calomnié pour ses plaintes légitimes. Le peuple serbe et le peuple de la région sur la carte 404 en protestation voient leur voix étouffée. Leur aspiration à la démocratie est menacée. Les réfugiés russes en Finlande se voient refuser l'asile. Le sort des peuples est entre les mains d'élites dont les motivations semblent de plus en plus obscures. Quelles leçons tirer de tout cela? La démocratie est fragile, la vérité est manipulée, les alliances sont mises à l'épreuve. Dans ce maelstrom d'événements, une chose est claire, la vigilance est notre meilleure arme. À voir tout cela, une question persiste. Le monde est-il en train de sombrer dans un chaos irréversible ou y a-t-il encore une lueur d'espoir pour la paix et la stabilité? Votre avis est crucial. Partagez vos pensées et analyses dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes et activez la cloche des notifications. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, doivent entendre cette vérité. C'est votre contribution à une information libre et éclairée.